Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité ce jeudi en Loire-Atlantique, les malheurs du HBC Nantes continuent. Le H a enregistré sa 3e défaite de la saison dans sa salle de la Trocardière face à Saint-Raphaël. Nous irons également à Saint-Nazaire où le paquebot Elbe Princesse a été mis à l'eau pour la première fois. Enfin, les bibliothèques et médiathèques de la ville de Nantes se préparent avant leur grande baraderie du week-end. 15 000 livres seront vendus à prix cassé au lieu unique samedi. Le HBC Nantes plonge lentement mais sûrement dans la crise. Les joueurs de Thierry Henty se sont inclinés pour la 3e fois consécutive hier soir à domicile face à Saint-Raphaël. Une défaite 27-23 qui précipite le H à la 12e place du classement de Division 1 après 5 journées. Dans les rangs nantais, c'est l'abattement et l'incompréhension. Retour sur ce match avec le résumé de Julien Herpin. Ce soir, je suis complètement désarmé. Je veux rester solidaire avec mon équipe et je dois assumer mes responsabilités. Je suis le coach de cette équipe, mais je vous avouerai qu'en la voyant jouer ce soir, par rapport à tout ce qu'on avait travaillé et tout ce que j'espérais voir, j'ai été salement surpris, quoi. Thierry Henty, tête basse, complètement abattu à l'issue de la 3e défaite consécutive de ses hommes. Un match dominé de bout en bout par les Varois, une faillite collective que l'entraîneur nantais a du mal à s'expliquer. Il y a eu une équipe fébrile, une équipe qui en a même oublié son jeu du coup. Et je crois que c'est un des plus mauvais matchs que j'ai vu jouer. Et parce que le message ne passe plus, je ne sais pas, je suis aujourd'hui... en tant qu'entraîneur, c'est très très difficile. J'espère qu'on a touché le fond. On attendait les violets sur la défense, un secteur défaillant depuis le début de la saison. Sur cet aspect, les handballeurs nantais ont répondu présent. En revanche, les coéquipiers de Nicolas Clerc, diminués, ont été inexistants en attaque. Seulement 9 buts en première période. Malgré une deuxième mi-temps plus cohérente, les Nantais échouent à 4 buts des Raphaélois. Le capitaine nantais veut pourtant croire à un sursaut de ses coéquipiers. Je pense qu'il ne manque pas grand-chose pour que à nouveau l'équipe reprenne un peu confiance et qu'on se lâche un peu plus pour essayer de recoller, pas spécialement de recoller aux places de tête, mais de retrouver notre jeu, et puis de reprendre un peu goût au jeu, quoi. Un manque de cohésion, faible apport des recrues. Les handballeurs nantais ont en tout cas eu tout le temps de s'expliquer ce matin, convoqués à 8 h par leur entraîneur. Ils ont désormais une semaine pour trouver des solutions avant la réception de Toulouse, jeudi prochain. Et puis un mot du FC Nantes, puisque l'on connaît la date de la rencontre Nantes-Nice. Elle sera rejouée intégralement le mercredi 4 novembre prochain à 18h30 à l'Alliance Riviera. Le week-end dernier, le match n'avait pas pu aller jusqu'à son terme à cause du déluge qui s'était abattu sur la pelouse niçoise. Le score était alors de 2 buts partout. Thomasson et Iloki étaient les buteurs nantais. À Saint-Nazaire, la vasière de Méan ne sera pas comblée, pas tout de suite en tout cas. Le projet de comblement du site naturel devait être mené en 2017, mais le Grand Port Maritime a décidé de repousser cette échéance à l'année 2020 au moins. La vasière de Méan est située au pied des chantiers STX et ce projet de comblement avait entraîné une vague de protestations du côté des associations écologistes. C'est l'un des derniers nés des chantiers de Saint-Nazaire. Le paquebot fluvial Elbe Princess vient d'être mis à l'eau ce jeudi. Il tire son nom de sa future destination car à partir de 2016, il naviguera entre Berlin et Prague, sur l'Elbe donc. Et il fonctionne grâce à une technique de propulsion très ancienne, la roue à aube. Éric Egon vous le fait découvrir. Le second bateau de la compagnie fluviale Croisier Europe construit à Saint-Nazaire a été mis à l'eau ce matin. Une manœuvre compliquée car le navire est construit en 2 blocs, avant et arrière. Une fois à l'eau, il a fallu réaliser la jonction entre les 2 parties d'environ 200 tonnes chacune. Délicat. On a 2 blocs qui n'ont pas forcément la même flottabilité, qui n'ont pas le même poids et qui n'ont pas la même assiette. Donc on essaie juste de les aligner, de les équilibrer, de les remettre à plat. Et là, c'est à nous d'un petit peu de calculer, savoir quel lest on va mettre, à quel endroit, pour remettre l'ensemble aligné parfaitement et pouvoir les assembler et les souder ensemble. Le bateau rejoindra ensuite une cale à sec afin de réaliser l'assemblage final. Mi-novembre, il retrouvera l'eau et sera aménagé. 95 mètres de long, 10,5 mètres de large, 40 cabines, l'Elbe Princess est le sister ship du Loire Princess qui navigue entre Saint-Nazaire et Angers depuis avril dernier. La même structure de bateau, le même agencement, le même nombre de cabines. La seule différence, c'est que sur la Loire, on pouvait mettre les roues sur les côtés parce que les ponts permettent de franchir, le bateau pouvait franchir les ponts qui sont assez larges avec les roues sur le côté. Alors que là, le bateau est destiné donc à l'Elbe avec des passages sur les ponts qui sont beaucoup plus étroits. Donc les roues sont à l'arrière. L'Elbe Princess naviguera entre Berlin et Prague dès avril 2016.
Les syndicats étaient mobilisés toute la journée et dans toute la France ce jeudi. Des manifestations professionnelles étaient organisées en région et notamment à Nantes ce matin. Près de 2000 personnes se sont réunies devant la maison des syndicats sur l'île de Nantes pour protester contre les politiques d'austérité. Le cortège s'est ensuite dirigé vers la préfecture. La CFDT a-t-elle diffamé la direction d'une maison de retraite de Garouette? Le syndicat et son représentant régional ont été assignés en justice. La première audience de ce procès avait lieu ce matin. Le directeur de l'établissement accuse la CFDT d'avoir porté atteinte à sa probité par le biais d'un tract. De son côté, le syndicat a plaidé la liberté d'expression. Anne Judic. Le 23 mai dernier, la CFDT organise une manifestation dans Garouette pour dénoncer les méthodes managériales du directeur de la maison de retraite. À cette occasion, un tract est édité et distribué jusque dans les boîtes aux lettres des riverains. Un tract diffamant, selon le directeur. Les accusations de mal-être au travail ne seraient pas fondées. Nous attendons toujours des éléments factuels, c'est-à-dire des faits, des jours, des dates, des heures, etc., des témoignages réels. Aujourd'hui, aucune pièce n'a jamais été produite témoignant de faits énoncés dans ces tracts qu'on considère du coup de diffamatoires. À aucun moment nous n'avons été injurieux ni outrageants vis-à-vis du directeur en tant que personne, si ce n'est on a attaqué les politiques managériales qui étaient mises en place et qui entraînaient des souffrances des salariés. Et c'est la CFDT et son secrétaire régional qui sont alors assignés devant la justice. C'est de la répression syndicale, clament leurs avocats. C'est l'expression naturelle du syndicalisme, ce qu'ils ont fait. Donc si on ne peut plus communiquer par tract et par courrier, ce que je disais, on déchire les chemises. Mais le but d'une action efficace, c'est de ne pas en arriver à ces extrémités. La liberté syndicale, elle est encadrée et il n'y a pas d'impunité pour un syndicat et un responsable syndical. La justice donnera son délibéré le 22 octobre. Ce matin, au collège Talence de Nantes avait lieu la traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves. Et pour les distribuer, le conseil départemental a fait appel à l'une des plumes de la chanson française actuelle, Alexis Hachka, l'auteur des Affranchis et de la Maison Ronchanchon notamment. Denis Vanier lui a tendu son micro. Regardez. Je voulais retrouver les rois de France, parce que moi j'ai un gros problème de mémorisation des rois de France. J'ai expliqué que moi la période du collège c'était pas ma période favorite, quoi, que j'étais pas très à l'aise au collège. Et quand aujourd'hui on m'appelle pour venir, j'ai aussi un genre de fierté, parce que j'ai le sentiment d'être vraiment reconnu sur le fond, quoi. On n'est pas dans les paillettes et les strass, là, on parle d'un dico. C'est vrai qu'on n'a plus trop un dictionnaire sous le bras. On peut enregistrer tout de suite sa chanson sur un téléphone. Enfin, on a des moyens qui ont radicalement changé. Et quand les moyens changent, les façons de faire aussi. Alerte à tous les bibliophiles. Ce samedi, 8 médiathèques et bibliothèques nantaises proposent à la vente 15 000 livres issus de leur collection, romans, BD ou encore albums jeunesse. Tout doit disparaître et surtout les prix sont imbattables, de 20 centimes à 2 €. Pour le public, c'est une sacrée aubaine, mais pour les bibliothèques aussi, car l'opération permet de renouveler leur catalogue. Les précisions avec Manon Ciré. Les étalages sont déjà vides. Depuis quelques jours, plusieurs dizaines de caisses remplies de livres sont envoyées au lieu unique. Cette année, un peu plus de 15 000 documents seront mis en vente à la braderie. À la médiathèque Jacques Demy, on commence déjà le tri pour 2016. Ce sont, vous voyez, des documents dont on estime qu'ils sont assez abîmés ou que l'on a déjà racheté pour l'avoir dans un état neuf et qui, là, sont quand même tout à fait correct pour une braderie. Et puis il y a ceux qui n'ont pas rencontré de succès et qui méritent une deuxième vie. Un livre, par exemple, qui n'a pas rencontré son public. On n'a fait aucun prêt sur ce livre-là, sur ce titre-là, depuis au moins 2 ans, voire 3 ans. Il y a 0 prêt. Donc, on lui donne une chance à la braderie de trouver un lecteur. Depuis 2 ans, grâce à la braderie, les bibliothèques jettent beaucoup moins. On est passé de 12 000 à 5 000 destructions d'ouvrages. En renouvelant leur collection, les médiathèques ne jettent plus et acheter des livres d'occasion, ça séduit beaucoup de Nantais. Moi, je trouve que c'est très bien parce que étant étudiant, donc forcément, je n'ai pas un revenu important. Donc ça me permet de pouvoir avoir des livres à bon prix. C'est un peu mythique, entre guillemets, d'avoir un objet qui a déjà vécu dans les mains et je trouve ça assez sympa d'avoir ça. C'est pour ça que souvent j'en achète aussi. C'est une occasion un peu d'aller un petit peu au hasard et puis ça ouvre la curiosité. La braderie aura lieu samedi au lieu unique de 10h à 18h, mais il vaut mieux venir tôt, les livres partent comme des petits pains, de 20 centimes à 2 €. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau 18h Info. Très bonne soirée.